Alors, ce doctorat que je fais avec Margaret Locke et Gilles Bibeau sur l'expérience du cancer. Donc là, je sors de la question des thématiques plus discursives pour rentrer assez profondément dans la pensée de Clifford Geertz, influencé par Ricoeur, que je commence à lire, qui me fascine totalement. Et là, je commence à trouver, je dirais, un point d'ancrage plus confortable avec la discipline. Puisque, bon, ayant été formée dans les débats qui entouraient le structuralisme et le marxisme très fortement, c'est un peu comme si l'interprétativisme m'est apparu une troisième voie, euh, peut-être plus ouverte comme je vivais les choses à l'époque et très adaptée aussi au travail que j'allais faire en contexte clinique avec des gens qui avaient, entre guillemets, une vraie maladie et des problèmes de santé qu'on ne pouvait pas complètement contester, hein, puisqu'un cancer, on peut l'appeler de toutes sortes de façons, mais c'est pas comme un problème de comportement. La question des normes va se poser autrement. Alors, ça m'a amené à travailler donc de très près, à faire des entretiens avec des gens qui étaient comptés comme ayant survivant à la maladie, comme pouvant avoir un diagnostic où on doit les traiter, mais finalement, au-delà de ça, c'est pas nécessairement tout de suite la mort. Alors, ça m'intéressait de comprendre, et là, la différence revient d'une autre manière. La question de l'altérité, elle revient par la question de la mort. Puisque si le cancer m'intéressait, c'était aussi de rencontrer un symbole, finalement, il y en a eu à toutes les époques, hein, des maladies qui ont représenté, finalement, la terreur suprême. Hein, on en a eu à toutes les époques. Mais pour le moment où je faisais cette thèse, on parle donc de 81 à 86, c'était un travail d'écouter des personnes confrontées à leur propre mortalité, mais d'écouter aussi des médecins qui rencontrent tous les jours de soigner des personnes dont ils savent que leur fin est soit imminente ou qu'elle va arriver. Donc, une médecine qui n'est pas glorieuse. Une médecine qui, peut-être qu'elle pourrait partager cela avec la psychiatrie, parce que la guérison, c'est quelque chose d'extrêmement relatif, hein, dans le champ du cancer. Alors, ce travail-là m'a amené à faire d'innombrables entretiens avec des personnes atteintes, avec des médecins, avec des familles, à faire le tour du Québec aussi, parce qu'une fois sortie du pavillon de Carleton-Auger, je suis partie en camping, faire des entretiens à différents endroits sur la province, parce que les gens qui étaient soignés au pavillon Carleton-Auger venaient de partout. Donc, j'ai presque visité le Québec avec ça, et dans des conditions assez hallucinantes, où tu n'as pas envie que les personnes interviewées voient où est-ce que tu es en camping pour aller faire tes entretiens. Mais avec cette idée d'un lien entre le langage, l'expérience, l'univers symbolique, les catégories, la question de la construction des catégories culturelles et de l'expérience, j'étais absolument fascinée par cela. Et la perspective de Ricoeur sur le récit, la perspective des auteurs qui m'amenaient vers l'interprétativisme venait résoudre finalement beaucoup de choses sur la manière dont j'allais vouloir travailler ensuite en anthropologie à partir, et ça ne veut pas dire, qui dit interprétativisme ne veut pas dire un rejet de toute perspective critique. D'ailleurs, un jour, Margaret Locke me dit, en lisant les trois quarts de ma thèse, « Finalement, vous êtes foucaldienne. » Ah oui, j'étais aussi très influencée par la pensée de Foucault avec ses travaux sur, lui aussi, sur les questions, sur la question de la folie, les institutions, qui s'est commis sur les questions de normalité et de pathologique. L'institution aussi médicale, tout le travail qu'il a fait était remarquable sur ça. Donc,
j'ai un peu combiné la pensée de Foucault avec la pensée de Clifford Geertz. Les deux pourraient se retourner, pas être très contents, mais dans ma thèse, ça avait l'air de marcher un petit peu. Et cette thèse, donc, m'a amené à comprendre vraiment que cette question de la mort, comme la question de la folie, ce sont des murs qu'on rencontre les sociétés, toutes les sociétés, des maladies très graves ou des questions de normes comportementales. En Occident, au Québec, ce sont deux grands ensembles qui permettent de penser, je dirais, nos envers, qui permettent de penser sur quoi on pense qu'on vit, sur quoi on pense que notre sécurité ontologique s'établit. Et l'idée d'une immortalité sur laquelle est fondée une forme de médecine, particulièrement quand on parle de la recherche actuelle, c'est incroyable. Hein? On imagine qu'ils ne veulent pas que nous en finissions un jour, condamnés à vivre. Et cette question de la folie, qui est l'envers de notre raison, hein, de la raison occidentale. Alors, ces expériences-là ont été très importantes pour moi dans la manière de concevoir une certaine pratique de l'anthropologie qui ne faisait pas nécessairement l'économie du travail, je dirais, de déstabilisation des certitudes, qu'est finalement au point de départ l'expérience anthropologique, mais c'est passé par des chemins qui n'étaient pas, sur le plan scientifique tout au moins, qui n'étaient pas au point de départ ceux qui étaient habituels pour les professeurs que j'avais, tous les professeurs que j'avais eus. Hein? Donc j'étais un peu pas pareil que tout le monde. Et à toujours me questionner, est-ce que je suis vraiment une anthropologue? Parce que c'est ce qui m'amenait, c'est ce qu'on m'a parfois envoyé. Est-ce que finalement c'est de l'anthropologie tout ça? Et là, je pense m'être battue très, très fortement pour faire reconnaître ce type, avec d'autres professeurs finalement, faire reconnaître ce type de trajectoire, ce type d'anthropologie et cette manière d'interroger nos certitudes. Clifford Geertz, donc j'y reviens, ça a été très important, mais peut-être encore plus Ricoeur, parce qu'avec Ricoeur, il y a toute la question du récit. Chez Geertz, le récit, c'est là, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'était le premier Geertz, hein, celui des systèmes culturels et celui qui nous permettait de penser autrement cette notion de culture qui était très questionnée par les structuralistes et très questionnée par les marxistes, questionnée dans le sens qu'on... c'était pas une catégorie qu'on aimait beaucoup, finalement. Et ce qui me plaisait bien chez Geertz, c'est que je crois que je retrouvais des aspects de l'école culture et personnalité qui m'avaient tellement marqué avant même de penser à devenir anthropologue et même de savoir que ça existait, qu'on pouvait travailler en psychiatrie, puis faire de l'anthropologie, puis marier tous ces mondes-là. C'était extraordinaire de pouvoir rencontrer des pensées qui me permettaient de faire la synthèse de ma propre expérience et qui étaient accueillantes pour ça. Hein, et qui faisaient sens aussi avec les grandes questions qui étaient les miennes. À cette époque-là, j'étais aussi une grande lectrice de Deleuze et Guattari, dont j'ai appris beaucoup plus tard qu'ils étaient tombés dans le camp des postmodernes, pour les postmodernes, mais ceci m'influençait énormément. Je continuais d'écrire de la poésie, j'ai publié beaucoup de textes dans les revues littéraires de l'époque. J'ai été en nomination pour un prix, le prix Émile Nelligan, que j'ai pas eu, mais c'est pas grave, c'était quand même en nomination. Et pendant ce temps-là, j'étais toujours
en formation en anthropologie. J'ai joint une revue, la revue Dérive, qui était la première revue interculturelle au Québec, qui accueillait les pensées tiers-mondistes. Donc, mon petit côté post-colonial a pris des ancrages de là. J'étais très proche des milieux haïtiens. Et j'ai pu lire des textes à Radio-Canada. J'ai fait de la performance avec des textes de poésie dans des cafés au Musée national du Québec, des Beaux-Arts. Il y avait des professeurs qui étaient très attirés par le fait que finalement, je restais très proche de mes profs de Laval, même si j'ai fait mon doctorat à McGill, puisque je voyageais, puis les murs ne sont pas si épais. Et je restais proche et je pense que j'étais très bien soutenue par ces gens-là. Mais la littérature est restée très présente jusqu'en 1985, moment où je termine l'écriture de ma thèse, puisqu'elle a été soutenue en 86. J'ai eu le doctorat en 86. Et là, j'ai eu un poste. J'avais eu un poste à l'École des sciences infirmières, en prenant le poste qu'avait occupé Gilles Bibeau à l'époque, à l'Université Laval. Et j'ai pu, là, continuer mon doctorat, commencer à enseigner en anthropologie de la santé. Et là, la littérature commençait à... Ça était trop. Mon cerveau n'était pas capable de gérer ce que ça veut dire, l'inspiration littéraire, le travail intérieur, développer des terrains, développer de la recherche, faire tout ça en même temps, rester crédible en anthropologie, gagner ma place en sciences infirmières, où tout était à faire, puisqu'il y avait même pas de maîtrise à ce moment-là. Donc, c'était vraiment un chantier de développement, hein, et ça a été très bien. Et ces années-là, donc, j'ai dû laisser tomber toute la partie de création littéraire, qui était pourtant très, très importante et qui ne m'empêchait pas de penser comme scientifique. Et vraiment terminer ma thèse, devenir professeur à l'Université Laval, en prendre toutes les conséquences et essayer de faire vivre l'anthropologie ailleurs que dans le département d'anthropologie, à une époque où il y avait 23 professeurs, n'est-ce pas? C'était beaucoup en anthropologie, et où peut-être que le département pouvait avoir, je dirais, beaucoup d'orgueil, hein, de son existence et de son immense déploiement. Alors, faire des choses en dehors du département, c'était pas simple à une époque comme celle-là, même si les relations entre moi et le département étaient excellentes. Peut-être que cette expérience à l'École des sciences infirmières devenue faculté depuis, j'y ai passé 14 années. 14 années de travail qui, pour moi, j'avais deux gros morceaux, je dirais, qui me tenaient à cœur. Ça a été d'abord de faire vivre l'anthropologie là où j'y étais. C'est-à-dire, dans le fond, j'avais les deux formations, mais j'étais d'abord là en tant qu'universitaire. Hein, mon poste, c'était vraiment un poste d'anthropologue. Et le travail de donner des cours à des étudiants, des classes de 200 étudiants, et d'enseigner l'anthropologie de la santé, et de le faire pour des gens qui ne se destinaient pas à la discipline et de les convaincre de l'extraordinaire champ qui est le nôtre. Ça a été une école fantastique pour l'enseignement, parce que quand vous parlez à des non-convaincus, vous êtes obligé d'utiliser je ne sais combien de subterfuges et combien de moyens, et vous êtes obligé de simplifier votre pensée énormément pour la rendre que ce que vous voulez passer, ça fonctionne. Donc, je suis tombée dans une sorte de vulgarisation, finalement, de la pensée anthropologique.
avec les moyens qui étaient les miens et dans un champ bien particulier. Et de faire ce travail-là est un travail d'humilité par rapport à la discipline, parce que du lieu d'un département grandiose comme était Laval, vous arrivez dans un milieu professionnel, mais en même temps, cette expérience d'avoir rencontré la discipline, d'avoir rencontré l'altérité, d'inviter des professeurs ou des chercheurs qui travaillaient avec le monde autochtone, avec le monde inuit, avec le monde de l'immigration, de travailler les questions dont j'ai parlé tout à l'heure, de folie, de mort, d'entrer finalement dans les grandes questions anthropologiques en passant par des situations qui pouvaient être compréhensibles pour un public moins averti et que je devais attirer finalement à une réflexion par rapport à leur propre pratique et à relativiser finalement les normes de leur pratique et que cette relativisation des normes serve à quelque chose, qu'elle ait un impact finalement, ne serait-ce que dans les relations avec les patients, avec les personnes avec lesquelles travaillent les infirmiers, les infirmières. Alors ça a été une grande école. Donc j'avais cette passion-là. Puis j'avais aussi progressivement, et là ça a été retour sur expérience à 2 titres. Donc toute la question des soins est apparue intéressante, anthropologiquement parlant. C'est-à-dire qu'avec le questionnement autour de l'anthropologie médicale et le questionnement autour de l'institution médicale, le fait de travailler avec d'autres catégories, pas nécessairement évidentes, qui m'amenaient plus du côté du lien social que du côté de la norme et du pathologique et de la reconstruction de ces schémas-là et de la contestation, finalement, de l'institution médicale et de ses fondements économiques et culturels. Alors, ça a été très, très important et j'ai épousé en quelque sorte la cause du milieu infirmier, qui est une cause extrêmement difficile, très compliquée, et la quête de reconnaissance qu'avait ce milieu autour de la particularité de la pratique et des questions du lien, finalement, qui sont au fondement du lien qui est au fondement de l'idée de soin. Et la question féministe a été aussi très importante, puisque, bon, vous avez compris, j'ai travaillé au Conseil du statut de la femme, j'avais tout un questionnement autour, au moment de ma maîtrise, autour du fait que la majorité des personnes qui étaient dans l'institution psychiatrique comme patients étaient des patientes, en fait. Donc, toute la relativité de cette question de l'imposition de normes particulières à des femmes. Donc là, j'avais été très influencée par les cours du Gued Dagenet, qui donnait les premiers cours autour du féminisme, des cours de Chantal Collard, qui aussi interrogeait les questions de genre. Bon, on ne parlait pas en termes de genre, mais elle y était finalement. Donc tout ça m'avait influencée. Et de travailler sur la question des soins dans un milieu féminin, la dominante féminine, avec des problématiques finalement professionnelles qui touchaient beaucoup ce que j'ai appelé dans un article la part des femmes dans les soins de santé. Alors ça m'a occupée pendant un certain temps. Donc travailler à l'épistémologie de la question des soins, questionner l'anthropologie de la santé et ses fondements à travers un cheminement qui n'était pas courant du tout à l'époque, d'interroger finalement santé et médecine et de parler plutôt en termes de soins, en termes relationnels, en termes... Et là, je me suis intéressée aux théories sur le don, toute la nouvelle école des cahiers du MOS m'a influencé beaucoup, m'a parlé. Donc autant, et puis là, les travaux qui étaient faits aussi, le débat, il y a eu un extraordinaire numéro d'Anthropologie et Société sur le don. C'était un des très bons numéros de débat théorique où on posait le don moderne par rapport au don dit traditionnel. Et cela avait de l'intérêt pour la problématique des soins, puisque
je m'interrogeais sur qui étaient ces personnes qui donnent une partie de leur vie à s'occuper des autres. Qu'est-ce que c'est que l'autre, encore une fois, dans cette relation de soins? De quel autre on parle? Pourquoi particulièrement, là on a parlé de la folie et de la mort, mais le vieillissement aujourd'hui c'est quelque chose d'extrêmement difficile, hein? C'est un débat de société comme on le sait, et d'interroger ce qui arrive à des personnes professionnelles ou non professionnelles qui choisissent de prendre soin de personnes qui sont considérées hors société, hein, qui vivent une mort sociale. Qu'est-ce que c'est que cette forme de lien? Qu'est-ce que c'est que cette forme de relation? Y a-t-il une différence entre une relation et un lien? Qu'est-ce que c'est qu'un lien dans l'ordre du lien social? Et là, les soins ont été extraordinaires. Cette idée d'anthropologie des soins a été absolument extraordinaire. Et là, j'ai travaillé beaucoup avec un sociologue, Éric Gagnon, qui au départ était chercheur postdoctoral avec moi. Et on a fait un numéro d'anthropologie et société sur, sur cette thématique-là. Et on se disait ensemble, finalement, sur quoi on travaille? Et là, la question de l'identité humaine, au sens de Lévi-Strauss, nous arrivait de façon assez frontale dans la question des soins, puisque prendre soin de gens qui vivent une mort sociale, très handicapés, ou des grands vieillards, des personnes qui ont perdu largement leur autonomie, parfois aussi une partie de leur capacité consciente. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre humanité à nous? Me reviennent toujours, finalement, tout le long de ma trajectoire, qu'est-ce que c'est qu'être humain? Et qu'est-ce que font des humains avec d'autres qui pourraient laisser une partie de leurs caractéristiques d'être humain selon des normes bien particulières, spécifiques à une société? Qu'est-ce que c'est que s'en approcher? Qu'est-ce que ça signifie? Puis ce qui me frappait beaucoup, dans le monde infirmier et dans le monde des personnes soignantes, au-delà de la question professionnelle, c'était le sort fait à ces personnes. Finalement, quelqu'un qui prend soin d'un malade d'Alzheimer et dont c'est le mari, qui fait ça pendant des années. Ou l'inverse, ça peut être un mari qui prend soin d'une femme, c'est plus rare statistiquement, mais c'est là aussi. Et qui partage cette vie, surtout quand c'est à domicile, qui partage cette vie de réclusion, finalement. Cette vie qui ne compte pas. Cette vie improductive au sens de Foucault. Hein? Qu'est-ce que ça signifie comme statut social? Qu'est-ce que ça signifie se prendre soin-là, dont la valeur sociale est très limitée? Elle peut être valorisée parce qu'elle ne coûte pas cher, mais elle peut être pas valorisée du tout parce qu'elle est très peu visible et elle place les personnes soignantes en cohabitation, si on peut dire, sociale avec les personnes soignées dans un univers très restrictif, très excluant et qui interroge notre société sur sa capacité à vivre avec les limites de l'existence. Et souvent, quand j'ai fait des terrains sur des questions de soins qui m'amenaient chez les gens à rencontrer des expériences de maladies hors de maladies de grand vieillissement, hors de l'hôpital, et où on voit des maisons transformées en milieux de soins et des personnes qui prennent soin, qui vivent à la fois des choses exceptionnelles, extraordinaires, qui vous parlent de tout ce qu'ils reçoivent, hein, dans la théorie du don, de tout ce qu'ils reçoivent et de la dette qu'ils ont envers la vie, envers un autre parent, envers la vie qu'ils ont eue avec cette personne qui est complètement transformée et dont on a dû faire le deuil alors qu'elle est déjà vivante.
elle est encore vivante. Tout ça, ça m'a beaucoup fait avancer, je dirais, autour de la théorie du don. Ça m'a permis de comprendre mieux le don moderne et les débats entre le don moderne et le don traditionnel, nos catégories dans l'institution médicale et les institutions de santé, et le désir des personnes soignantes, en particulier les non-professionnels, de quoi il était fait. Et là, j'ai vécu un débat difficile par moments avec le milieu féministe. Bon, d'abord, l'engagement scientifique et citoyen aussi autour des questions de soins, c'était aussi un engagement féministe, de prendre part finalement à un travail de visibilisation des expériences et de reconnaissance des expériences de soins. Puis en même temps, pour l'anthropologue que je suis, ça voulait dire aussi regarder le monde dans lequel nous sommes, qui met à part ces personnes, autant les soignants que les personnes malades. Et dans les kibboutz, vous vous souvenez, je vous ai dit, je trouvais ça extraordinaire que les gens de toutes les générations, et même des gens bien malades psychiatriquement, se trouvaient là et on vivait en communauté sans que ça pose problème, puisque les normes le permettaient, justement, cela. Là, on est à créer des mondes à part. Quand c'était l'institution psychiatrique, c'était une chose, mais là, quand on fait du domicile quelque chose qui ressemble à un hôpital, entre guillemets, et qu'on crée des exclusions dans le contexte des maisons même, les personnes, ça pose d'autres questions à notre société aussi. Sans parler, bien sûr, des centres de soins pour personnes âgées, mais là, je ne rentre pas là. Alors, avec le milieu féministe, j'ai vécu un débat difficile, puisque le milieu féministe était, au Québec en particulier, était très, très, très fermement convaincu que les soins, c'est une forme d'aliénation pour les femmes. Donner des soins, prendre soin pendant des années d'un conjoint, d'un enfant, d'une personne handicapée, c'était, d'un point de vue marxiste-féministe, une façon d'enfermer les femmes dans des rôles et de ne pas reconnaître finalement leur rapport à la vie, leur rapport à la reproduction. Et ça, je pense que la pensée féministe est extrêmement importante aussi pour comprendre ces dynamiques, les questions de soins. Toutefois, comme j'étais abreuvée aussi à d'autres références que celles du féminisme, j'ai eu à directement confronter cette question et j'ai écrit un article qui est très peu visible, mais je dirais que c'est mon préféré, qui est paru dans une revue de sociologie de l'UQAM et qui s'appelle « Parce qu'on n'est pas des chiens ». Et cet article-là, je confronte dedans la théorie du don avec la théorie féministe autour des soins là, et de la critique finalement du care. Et je les mets ensemble, c'est-à-dire à partir des récits, du travail qu'on me racontait et de toutes les observations que je faisais depuis des années sur la question des soins que j'ai pu faire, en particulier autour des soins à domicile, j'entendais des récits qui n'étaient pas « jamais on est des femmes opprimées ». Jamais j'ai entendu ça. Pas 5 minutes. Ou les gens voulaient me faire plaisir, mais je ne pense pas, parce qu'ils ne connaissaient pas tous ces débats-là. Et puis avec bien d'autres. Bon, alors on peut dire ces femmes, quand il s'agissait de femmes, mais des hommes occupaient aussi la même position que des femmes dans cet univers-là, ne se considéraient pas comme opprimées, ne se considéraient pas, au contraire, elles étaient engagées dans un travail de dette, un travail de remettre à l'autre et à la vie qu'est-ce qu'il fallait qu'on remette
et en même temps parlaient de leur épuisement. Alors toute la partie marxiste, féministe, était là dans le discours, mais si on veut ne pas découper complètement les choses, on pouvait entendre vraiment les deux mondes ensemble et essayer de les penser. Alors, j'ai essayé de le faire. Comme les écoles de pensée sont ce qu'elles sont et que c'est pas toujours facile d'entretenir des visions un peu intermédiaires, je dirais, moins campées sur une seule école et sur une autre. Et moi, j'ai toujours eu de la difficulté à être d'une seule école, donc probablement que c'est un défaut ou je ne sais pas, mais ça m'a toujours été compliqué, une seule école. Mais je reconnais tout à fait la perspective féministe dans les soins, mais elle m'est apparue sur cette question-là en particulier un petit peu limitative. Donc, j'ai voulu essayer de reconstruire ça, puis de donner une autre perspective. Aujourd'hui, je suis très heureuse de voir la pensée du care revenir en force par la philosophie, toujours cette chère philosophie, et par le féminisme du care, qui en a fait une pensée politique et qui présente le care comme une manière de penser le monde en des termes justement plus relationnels et de questionner les valeurs finalement qui sont au fondement des sociétés néolibérales dans lesquelles nous vivons maintenant. Alors, je dirais que j'ai passé un petit purgatoire avec la question des soins pour ce débat en particulier, mais que autour de la pensée anthropologique, ça a été fantastique de pouvoir travailler cette question-là et de défendre, si on peut dire, la valeur de la notion de soin et tout le travail relationnel qui est au fondement d'une pratique qui devrait pourtant tellement informer nos institutions maintenant, mais c'est extrêmement difficile. Alors, si ça ne passe pas par les institutions de santé, ça passera par des mouvements sociaux qui maintenant sont informés de la pensée politique du care. On verra.